dans votre émission Les Grands Jurys. Porte-parole du collectif pour la défense de la République, Mohamed Youssouf Bachili, alias Razbach, est notre invité de ce jeudi. Bonjour, bonsoir à Razbach. Bonjour. Merci de cette deuxième comparution devant notre auguste grand jury. J'espère que les magistrats seront cléments à mon égard aujourd'hui. Avec moi pour vous auditionner, Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Les Témoins. Bonjour Abdraman. Bonsoir. Shana Takiou, El Hadji Shana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Shana. Bonsoir, tu as bien fait de dire El Hadji, surtout qu'on est au carré. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Abdraman, déjà un avant-propos. Bon, nous accueillons, comme vous le savez, le très célèbre Asta, qui a eu par malheur à séjourner récemment 4 mois en prison. Et je pense que vraiment c'est l'occasion de connaître les tenants et les aboutissants de ceux qu'il a conduit là et de ceux qu'il a vécu là-bas. Ok. Chana, un avant-propos? Oui, je pense que, comme l'a dit Abdraman, Rasta étant un homme très célèbre, quelqu'un qui comprend les choses. Vraiment, je pense que c'est une belle opportunité pour nous et pour le public qui nous explique un peu cet univers carcéral. Oui. Il aidera les autorités et tout le monde à savoir ce que vivent les uns et les autres au niveau de cette grande prison et ce qui doit changer à ce niveau également. Ok. Razbach, le jury, sur la composition du jury et ses attentes déjà, un commentaire à ce niveau? Que je me réjouis, je suis très content. Oui. Et ils ont, par leur façon d'animer, d'interroger les gens, de les coincer, aller au fond de leur idée pour sortir. C'est une innovation, à mon avis. C'est l'une des rares fois où j'ai vu, lorsqu'on m'a fait visionner le passage de mon père par devant vous, c'est l'une des rares fois où je l'ai vu être acculé jusqu'à ses derniers retranchements à chercher. Et là, c'est ça le journalisme, parce que ça traduit beaucoup de choses. Au-delà du fond, ça révèle la capacité de la personne interrogée, sa capacité de maîtrise de soi, de maîtrise des sujets, de l'émotion, quelles que soient les questions, quels que soient les tons, quelles que soient les perturbations, et sa capacité à rester calme, serein et fidèle à une logique. C'est en cela qu'on découvre les grands hommes. Et ça, à partir des émissions comme ça, il est possible de déduire la capacité de quelqu'un dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations où, par des facteurs, on perd le contrôle de soi et on peut être amené à poser des actes qui peuvent produire des conséquences qui peuvent aller au-delà de ce qu'on attend. Donc, merci pour cette émission, surtout le jury. Et Chiana, je le remercie, il est passé me voir et ça a été un geste qui m'a énormément touché. Il m'a transmis par la même occasion le bonjour de mon grand frère, mon tonton Keïta, et dont je sais que spirituellement on est resté connecté parce qu'il est Rasta aussi. C'est nos grands frères à nous. Merci, tonton Chiana. Cela dit, première question de l'émission, vous venez fraîchement d'être libéré des liens, en tout cas de l'accusation pour des supposés faits de déstabilisation des institutions de la République. Quel état d'esprit vous anime aujourd'hui? Un état d'esprit revanchard? Pas revanchard. Un grand leader n'est pas quelqu'un qui se laisse dans la revanche, parce que la revanche fait appel à l'émotionnel, à la haine, qui ne laisse pas de place à la raison. Et la raison est le facteur, le moteur de conduite, des réflexions, des actions de celui qui a la charge de conduire les affaires, ne serait-ce que d'un groupe. Et un grand homme est celui qui est capable de faire toujours prévaloir la raison, sans pour autant oublier les faits. Les faits doivent nous servir d'exemple, les faits doivent nous servir de source de motivation. On ne doit pas demeurer dans l'émotionnel, on ne doit pas demeurer dans la revanche. Par contre, nous avons l'obligation de tirer les enseignements de toutes les épreuves auxquelles nous pourrions être amenés à être confrontés. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit depuis les premiers jours de notre placement sous mandat de dépôt, le jour où on a pu entrer en contact avec nos proches, que je ne suis pas en prison. Et le grand homme est celui qui est capable de transformer toute épreuve en une opportunité. La prison, elle est relative. Je viens d'être libéré d'une prison physique. Mais spirituellement et moralement, je ne me suis jamais senti en prison.
prison parce que je savais que ce qu'on me reprochait n'était pas vrai et qu'ils allaient jamais avoir les moyens de le prouver. Et c'est pourquoi j'étais impatient, même pas impatient, très calme et prêt à attendre le jour du jugement pour voir par quelle gymnastique le procureur allait pouvoir apporter les preuves de sa charge, de sa poursuite. Parce que je savais qu'il n'aurait jamais pu le faire. Comparaison, si comparaison n'est pas raison, doit s'attendre à Erasbach Mandela ou puisque dans vos premiers propos après votre sortie de prison, on vous a vu prendre Mandela comme référence par exemple. L'un des meilleurs amis de Mandela dans le livre La marche vers la liberté, Walk to the Freedom, c'est l'un des livres qu'il faut chercher à lire. Ses meilleurs amis étaient ses geôliers à Robert Island. Quand il est arrivé pendant des années, ils l'ont fait subir toutes sortes de sévices, de tortures. Mais par fini, ils ont nourri sympathie, ils ont nourri des relations, ils causaient. Ils se sont découverts qu'en réalité, le combat que Mandela menait, la cause pour laquelle Mandela est là, est leur propre cause. Et par fini, c'est eux qui lui apportaient les bics et les papiers avec lesquels il faisait ses notes. Et c'est ces notes qui servaient aussi d'alimenter les combats que les Walter Sisulu, les Oliver Tambo et plus tard les Thabo Mbeki poursuivaient dehors. Et même Winnie Mandela qui venait le voir mensuellement, après trimestriellement, jusqu'à son placement en résidence surveillée et ensuite à son acquittement. Donc vous entretenez cette même relation avec vos geôliers là-bas? Mais oui, clair. Ok, allez-y, Abdraman. J'ai une doléance ici. Il a l'habitude d'être trop prolixe dans ses réponses. Il peut être un peu concis. Allez-y, il va certainement. Ça va nous permettre de gagner du temps. Moi, je voudrais plutôt insister sur les péripéties, les conditions dans lesquelles vous avez été détenu. Hier encore, je me rappelle, pour qu'on prenne un rasta pour l'amener en prison, c'est tout à fait un problème. Pour l'interpeller, déjà au niveau de la police, c'est tout à fait un problème. Mais aujourd'hui, vous avez été arrêté pratiquement sans coup férir. Est-ce que c'est parce que les autorités d'aujourd'hui sont vraiment les plus fortes que celles d'hier, ou est-ce que votre bouclier de Rastafari avait été percé par les péripéties que vous avez connues, affaibli par tout ce que vous avez connu comme... Bien non, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais si vous faites une comparaison entre les autorités de 2016 et celles d'aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai été arrêté en 2016. Oui, mais pas les circonstances dans lesquelles... Non, les circonstances n'étaient pas les mêmes. Coup de marche... Il voulait dire que vous avez été arrêté comme un poulet, alors que la dernière fois... Vous aurez la parole à la suite. Non, ça a été un peu facile. Non, pas du tout. Les deux se sont opérés de la même façon. En 2016, exactement à la même heure, à 19h, à la différence que je rentrais du sport, mais cette fois-ci j'étais à la maison. En 2016, il y avait eu des manifestations de mécontentement. On allait brûler Bamako. Cette fois-ci, les gens ont croisé les bras, personne ne s'est battu pour Rasta. Au contraire, si vous comprenez, sa question est très précise. Et vous l'avez bien schématisé que j'ai été pris comme un poulet, non. En 2016, c'était des polices, enfin des gendarmes du camp 1. Suite à une soit transmis, sont venus, se sont présentés chez moi et m'ont demandé de les suivre. On est parti. Exactement comme cette année, les capitaines, les agents de la DGSE sont venus, se sont présentés, m'ont demandé de les suivre. C'est arrivé au camp en 2016 que l'information a été relayée par ma radio. Bandougou, à l'époque Maliba FM, que je viens d'être interpellé, je suis détenu au niveau du camp 1. Et comme cette fois-ci, j'ai à peine arrivé à la DGSE, à 22h, il y avait de la foule devant la sécurité d'État, qui a contraint les responsables de la sécurité à sortir, confirmer que je suis détenu dans leurs locaux. C'est ce qui s'est passé. Les manifestations dont vous faites allusion ont eu lieu le jour de ma comparution, où je devais être présenté devant le procureur, soit 3 jours après. Ce qui est différent du jour de l'arrestation. Il y avait beaucoup plus de pression populaire. Mais j'arrive, vous savez pourquoi? Et le jour où je devais être présenté aussi devant le procureur de la commune 3 dans cette affaire, il y avait du monde devant le tribunal. C'est qui a dû reporter notre comparution. Nos avocats sont restés toute la journée. Et c'est ce report qui a décalé la détention au-delà du délai légal.
On devait être présenté le mercredi. Et le mercredi, il y avait de la foule. On a été reporté le jeudi. Quand on arrivait le jeudi, et c'est pas que... Rasta, quoi qu'on dise quand même, hein, depuis votre sortie, on sent un certain engouement. Tout le monde attend rapidement. Tout le monde est pressé pour qu'il y ait mercredi afin de vous écouter. Vous avez fait 2 émissions. Tout Bomoko vous suit. Nous y reviendrons. Mais en attendant, je voudrais quand même que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez vécu 4 mois en prison. L'univers carcéral. Oui, à l'univers carcéral, personnellement, je l'ai vécu de manière sereine. Depuis la DGSE, je n'ai été quasiment... Je ne me suis senti en prison que pendant 24 heures à la DGSE. De 20h30 lundi 21 décembre, le temps de mon arrivée à la DGSE, à mardi au lendemain à 14h, où on est venu me sortir pour me dire qu'on a reçu l'ordre de découper tes dreadlocks. Et jusque-là, on ne m'avait pas dit de quoi j'étais poursuivi. On m'avait demandé que des choses: déclinez votre identité, enlevez votre chaussure, suivez-nous et mise en cellule. Jusqu'à 14h mardi, je ne savais pas de quoi. Donc, j'étais là à me dire de quoi je suis poursuivi. Et ça, cette cogitation te fait mal. Tu te dis, tu ne sais pas ce qu'il y a. Alors que, en matière procédurale, je ne t'apprends rien, vous êtes juriste, une personne qui est interpellée immédiatement, on lui notifie les motifs de son interpellation. Quitte à renvoyer l'interrogatoire plus tard, mais il est informé de quoi pour lequel il est là. Ce qui ne m'a pas été dit. Oui. Donc, dès qu'on m'a touché les cheveux, j'ai compris là qu'on est dans une dynamique d'atteinte à ma dignité. On est dans un processus de me dégrader et de débranler mon assise psychologique. Le moral. En un mot, c'était pour m'ébranler psychologiquement, une sorte de vengeance. Là, j'ai compris que c'est une question politique et non juridique. Et c'est jusque 3 jours après, à minuit, qu'on est venu me dire officiellement de quoi j'étais poursuivi. Donc jusque-là, j'étais serein. Au camp 1, franchement, on a reçu un traitement pour résumer la vie les 4 mois, les 4 mois prison. Oui. Au niveau de la grande prison, Chana, j'ai découvert un univers. Personnellement, je n'étais pas pressé de sortir tellement que je voulais en savoir actuellement. 2600 à 2700 personnes sont incarcérées là-bas, dont 400 condamnés, 2200 prévenus. C'est un indicateur du système judiciaire, du système carcéral. Sur 2700, il n'y a que 2400 condamnés contre 2200 prévenus. J'ai découvert des gens qui sont là-bas depuis 3 ans. Ils n'ont été présentés devant aucun juge. Ils sont poursuivis pour des faits de délit. Et vous savez, le code dit, en matière délictuelle, la détention préventive est de 6 mois renouvelable une seule fois, au-delà duquel la personne est libérée sous peine d'être détenue arbitrairement. Les juges qui les placent sous mandat de dépôt ne font aucun suivi après. Ça interroge tout le système. On les oublie. On les oublie. Le procureur général dans le code a l'obligation chaque mois, le procureur de la République, de faire une tournée dans toutes les unités de détention. Depuis les polices jusqu'au truc. Le procureur général a l'obligation de faire une visite chaque semestre pour se rendre compte. Mais je me suis rendu compte que depuis qu'on est là-bas 3 ans, le procureur Kassongué n'a pas foutu pied là-bas. 4 mois. Ouais. Le procureur Kassongué qui doit en 1 mois, en 3 mois, faire une tournée pour se rendre compte, n'est jamais passé. Okay. Donc, vous imaginez des gens qui sont là-bas depuis 3 ans, 4 ans. Et j'ai découvert un autre fait, Chana. Donc j'ai interpellé les magistrats là-dessus. 2 mandats décernés contre une même personne par la même juridiction. Or, le mandat de dépôt, par définition, est un instrument qui vise à permettre aux juges d'instruction de se prémunir contre un éventuel risque de non-représentativité du prévenu. Sa capacité de faire disparaître les preuves ou d'exercer une pression sur les témoins. Donc c'est dans l'esprit et le souci de préserver les chances de manifestement de la vérité que lorsque les capacités du prévenu sont telles qu'il puisse ne pas répondre en cas de convocation et de se présenter, ou qu'il puisse exercer des pressions sur les témoins pour entraver les manifestements de la vérité ou faire disparaître certains matériels, les preuves matérielles ou quelque nature qu'elles soient, alors que le juge, en ce moment, le juge place le prévenu pour donner une chance. Mais comment quelqu'un qui est déjà placé sous mandat de défaut, pour parer à tous ces risques, un autre mandat vient le trouver, délivré par le même tribunal? Dysfonctionnement. Ça n'a pas du sens.
Superposition de mandat. Ça n'a pas de sens, parce que tu es placé sous mandat de dépôt pour ne pas nuire au manifestement de la vérité. Un autre mandat vient te trouver, tu purges le premier mandat. Et votre vécu, l'alimentation, votre vécu, comment est-ce que vous meublez votre journée? La prison a un budget. Pour nourrir les pensionnaires. Mais malheureusement, ce budget est tel que l'alimentation conçue n'est pas de qualité digne de l'alimentation pour un autre humain. Donc, au-delà de ça, selon la capacité de chaque personne, tu peux te faire fournir la nourriture de l'extérieur de ta famille. Mais quand la nourriture arrive, elle passe par un service de contrôle. Oui. Et à ce niveau aussi, j'ai découvert que les gardiens, les régisseurs de la prison et tous les personnels exercent un travail qui est c'est inimaginable. Ils arrivent à découvrir des drogues qui rentrent par toutes sortes. Des drogues? Beaucoup de choses. Tu n'en as pas consommé quand même? Non. Qui arrivent par toutes sortes de méthodes. Oui. Parfois dans les os de viande, parfois dans les chaussures. Et ils arrivent à déceler ça. Il faut un travail, si tu veux, de lutte contre le stupéfiant. En prison, on trouve la drogue. Non. C'est les drogues qui tentent d'entrer. Oui. Par fraude. J'ai découvert par le service de contrôle. Ils arrivent à déjouer les trafics de drogue à l'intérieur. Oui. Ils font ce travail. D'accord. Rasta, tu m'excuses de mon impertinence. Sauf très rapidement. Parce que quand on dit Rasta, il fait ses émissions, certains pensent que c'est un alcoolique, c'est un drogué. Vraiment, entre nous, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous... Je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Je fume de la cigarette. Marlboro Light. Je bois du thé. Je n'ai jamais fumé du cannabis, du ganja. Même tonique, je ne peux pas boire. Ok. Si ce n'est pas toi, nous allons jamais personne. On m'a suivi, même mon propre père, quand il était ministre, directeur de cabinet, en 89-10, au moment, à la fin de le régime. La transition. On était allé lui dire que je suis un drogué, parce que j'étais à l'AM. J'étais le secrétaire à la communication du groupe scolaire Maodo Konaté, 89-90. Donc, on était tellement bouillant que mon père ne savait pas que c'était moi, Rasbach, dont on parlait lors des manifestations. À la maison, j'étais très serein, le sport à la maison, lecture. Et quand il a su que c'était moi, il m'a fait suivre par les services pour savoir si j'étais un drogué. Ok. Est-ce que en disant ça, vous n'avez pas peur de perdre des adeptes? Mais non, peut-être que vous me suivez. Non, peut-être que vous ne suivez pas beaucoup mes émissions. Non, beaucoup les Rastas, je fais beaucoup d'émissions. Et je rappelle beaucoup de choses. Il y a un groupe de reggae qui s'appelle Morgan Heritage. Ok, d'accord. On va vraiment évoluer à présent. On va parler de... Après votre sortie de prison, certains pensent que vous vous acharnez contre un homme. Il s'agit de l'imam Mahmoud Dicko. Qu'est-ce que vous reprochez à cet imam? C'est qui explique la revanche dont vous parlez. C'est pas de la revanche, c'est de rétablir. De l'acharnement, c'est pas de l'acharnement. Au contraire, c'est pas de la. Si quelqu'un s'est acharné sur quelqu'un, c'est eux qui se sont acharnés sur moi. Oui. C'est pas qui est Mahmoud Dicko. C'est Mahmoud Dicko, colonel Diaw, colonel Wagé, Boubé Maïga. Mais pourquoi ces personnes? Mais ces personnes, parce qu'ils estiment que Boubou est un obstacle politique à leur projet. Et c'est ce qui explique la première question qui m'a été posée à la DGSE, le jeudi soir. J'étais le 21. Et c'est le 24 à 2h du matin que le colonel Nyangadou, chef de département des opérations, j'étais cagoulé. Après toutes les salutations courtoises, m'a dit Rasta, on aurait appris que votre émission servirait de propagande pour le succès d'un projet de renversement des institutions dont vous serez le bénéficiaire ou l'instigateur. Rasta, est-ce que vous êtes Chana, s'il vous plaît. Les conséquences des propos que j'avance. Ah oui. Vous aurez la parole, Chana. Ah oui. Est-ce que vous êtes conscient? Je suis juriste, je sais de quoi je parle. Chana, s'il vous plaît, vous aurez la parole. J'ai dit, j'ai suivi une de ses interviews dans Jeune Afrique. RFI parle de lui. C'est-à-dire qu'il est un personnage important au niveau médiatique. Vous aurez la latitude de lui poser cette question, en fait. Vous êtes considéré comme un journaliste. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un journaliste? Oui, Chana, vous êtes en train de... Non, c'est par rapport à je sais à quoi il vient en venir. Vous êtes conscient que vous êtes un journaliste? Je suis un journaliste. Un journaliste doublé de la casquette de juriste. Oui, un journaliste a une éthique et une déontologie. Tout à fait. Et vous faites souvent des affirmations, des déclarations, sans souvent l'étayer par des preuves. Ah, vous m'avez suivi? Hein? Vous m'avez suivi? J'ai suivi, j'ai entendu. Alors, cher... Et tout à l'heure, vous avez parlé de Dicko, vous avez parlé de les personnes mises en cause. Les personnes mises en cause sont suffisamment matures, responsables pour se taire.
pour se taire, Chana, suffisamment mature et responsable pour se taire. Je ne parle pas de quelqu'un de la rue. Oui, mais toujours est-il que vos accusations et vos allégations à leur endroit ne reposent jusqu'à présent que sur des suppositions. Pas de suppositions. Non, parce que bon, ils sont censés ne jouer aucun rôle dans le système qui vous conduit quand même en prison. On a la preuve, j'ai la preuve, je le dis et je l'assume. On a la preuve 2 semaines avant notre arrestation, Ouagué a appelé pour dire on va vous arrêter. Je le cite bien, colonel Ouagué, ministre de la Réconciliation. Il sait de quoi je parle, Chana. Je suis juriste. Mettons le journalisme même de côté. Il a appelé qui? Non, je ne révélerai pas le nom ici. Au moment opportun, on va le dire. C'est pourquoi je le cite de nom. Mais pourquoi l'imam Mahmoud? L'imam, pourquoi? Oui. Parce que la première personne qui est venue me chercher, l'imam a eu à dire à des gens, oui. Il m'entend, que c'est Dra qui me manipule de la part de Léo, le frère de Diko, de Boubou. Que tout ce que j'avance sur les radios me sont fournis par Dra, par Boubou, par Léo, via Dra, que je suis manipulé contre lui. C'est pas une preuve, ça. Excuse-moi. La preuve, c'est quoi? C'est un aveu. On va quand même lui laisser la preuve en droit. Allez-y, s'il vous plaît. Pour la preuve en droit, c'est quoi? Allez-y. Chana. Oui. La preuve en droit, c'est quoi? C'est les écrits, des témoignages. C'est ça, non? Vous êtes juriste. Je suis un journaliste, je suis juriste, je suis sportif, je suis je suis un maîtrisard en lettres modernes. Mais c'est lui qui estime que c'est faux. Je vais citer mes témoins. À qui il a dit? À moi-même personnellement, comment cette affaire est partie? Comment vous pouvez nous expliquer que pour Boubé, par exemple, ce n'est pas un procès d'intention? Quel rôle il peut jouer dans cette histoire en tant que tel? C'est un simple... Vous savez, c'était un procès politique. C'est pas un procès juridique. Oui, quel intérêt commun ces gens-là ont ensemble? Justement, l'intérêt politique, c'est quoi? Non, intérêt commun. Entre quelle Boubé est et Diko. la connexion, les nœuds de connexion? La connexion de la personne qui a permis à Boubé et Diko de se retrouver pour faire la paix, il s'appelle Mounir Konari. Et c'est Diko qui me l'a présenté. C'est Diko qui m'a envoyé Kaudjim. Et Kaudjim m'a appelé, il m'a dit, ton père m'a dit de t'envoyer le numéro de quelqu'un qui va prendre contact avec toi et avec lequel il faut échanger. 10 minutes après, Mounir m'a envoyé un numéro. Je l'ai appelé, il s'est présenté. On s'est rencontrés devant le commissariat à Bako Djikouni. On s'est transporté chez lui. Et c'est de là-bas, il m'a dit, mon père, ton père Diko m'a chargé de te donner des dossiers sur Boubé. Je ne suis pas de nature qui révèle des choses. Donc toi, on te manipulait contre Boubé. C'est maintenant que tu t'es rendu compte de ça. Je l'ai dit. Ou on tentait ou bien on vous a... Je l'ai dit que Diko m'a manipulé. Je l'ai dit publiquement. Contre Boubé. Je l'ai dit sur mon antenne que je présente mes excuses à tout le monde. Je l'ai cru, lui. Absolument pas Boubé. Même pas à Boubé. Je n'ai pas présenté des trucs à Boubé. Bon, non. Je n'ai pas présenté des trucs à Boubé pour des raisons que Boubé sait que moi je sais. Okay. C'est un procès politique. Bon. Et Boubé, excuse-moi, j'arrive. Vous l'avez posé la question. Allez-y. D'accord? Et la question se pose comment ce même Boubé et Diko se retrouvent. Ce Boubé contre lequel on s'est mobilisé pour le départ se retrouve après. Parce que Boubé trouve en Boubou une menace de son projet politique. Et Diko trouve Boubou également aujourd'hui une menace pour sa survie politique. C'est Diko qui m'a appelé pour me dire... Vous donnez un poids, une très grande valeur à Boubou. C'est Diko qui est en donne, j'arrive. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais rencontré que l'autre jour, je suis allé saluer sa mère. C'est la veille de sa nomination comme Premier ministre. Diko m'a envoyé quelqu'un. Va dire à mon fils que je viens de demander à Ibeka de nommer Boubou. Or, jusque-là, tout ce que j'ai fait, il m'a aidé et j'ai tout partagé avec lui et le shérif de Nyoro. Okay. Et c'est juste ce que j'ai dit à Diko. Je dis, si tu avais demandé mon avis avant, je t'aurais déconseillé de nommer Boubou. Je rentrais d'une tournée en Afrique où j'avais vu les conséquences de la carte d'identité classique que nous avons sur la vie des Maliens, sur toute l'activité économique des Maliens dans la sous-région. Est-ce que le fait de vous retrouver... Je dis, mais le fait de l'avoir fait nommer, on peut ne pas réussir à tel endroit et réussir à tel endroit. D'autant que tu t'es engagé et que Ibeka lui a demandé, est-ce que Diko, si je nomme Boubou, tu t'engages à le soutenir? Et qu'il a donné sa parole à Ibeka. Et il compte sur nous. Je dis, mon père, on t'accompagnera.
Je te fais confiance. Ta parole, j'en doute pas. Ton engagement, j'en doute pas. Au risque de ta conviction? C'était ça. Non, la conviction, c'est pas à ce niveau. Oui. Parce que je croyais qu'on avait la même conviction. Oui. Il n'a jamais été question d'argent, que de patrie, que de gouvernance. D'accord, jusque-là, je n'avais pas vu de faille. Et c'est ça. Et pendant 1 an, je ne suis jamais allé le voir par rapport à un dossier, par rapport à un projet, même pas 1 franc. C'est quand je l'ai entendu demander la démission de Boubou, je dis attention. Pourquoi Boubou doit partir? À ce que je sache, il a été nommé sur la base d'un accord politique qui décline les axes. Évaluons les axes. Sur les 5 points, à savoir le retour de l'administration partout, la sécurisation de tous les territoires, l'organisation du dialogue national, la lutte contre la gouvernance, la corruption et l'organisation des élections législatives. Sur les 5, tout le monde savait au Mali que le retour de l'administration n'était pas possible sans la sécurité. Sur les 3, le dialogue national a eu lieu. L'élection législative s'est organisée. Le quoi qu'est arrivé au niveau des résultats. La lutte contre la corruption, ce que Malik a fait, est quasiment un peu rare dans les trucs. Alors sur quoi on le fait partir? Tout ça est compris. Allez-y, de vous. Je dis que je dis que Diko, au moins, par honnêteté, aurait dû m'appeler pour me dire, fiston, c'est moi qui t'avais demandé de soutenir Boubou, et maintenant je vais le combattre. Voici les raisons. Juste aujourd'hui, il n'a pas changé. Ok, allez-y. Aujourd'hui, somme toute. Donc ils se sont rencontrés, Diko et Boubou, ils se sont rencontrés 2 fois. Somme toute. Après le départ de Boubou. Le fait de vous retrouver comme étant le consort de Boubou aujourd'hui, est-ce qu'il fait de vous son allié naturel? Non. Je suis indépendant. Je suis libre. Je ne combats pas quelqu'un sans raison. Cette indépendance, cette liberté repose sur quel principe et quelle valeur? Ça repose sur le principe démocratique et républicain qu'est le CDR et dont je vous ai rappelé sur ce même plateau. La défense de la République par le respect des institutions, des lois, par les hommes en charge de l'animer, pas de la manipuler. Donc pas de la pervertir. On peut dire que vous avez tiré les enseignements de vos erreurs d'avoir choisi un homme politique en son temps en 2018 contre l'unanimité au sein de votre organisation. Quand on dit le principe démocratique, c'est quoi? C'est la consultation, l'évaluation des objectifs par rapport au respect, au principe. C'est ce que le CEDER a fait en 2018. Chaque composant du CEDER a évalué sa vision par rapport à sa circonscription des problèmes. Mais cela n'a pas empêché quand même qu'il y ait des remous internes, mais ça c'est tout, ça c'est propre à toutes les organisations. Aujourd'hui, est-ce que vous avez su les aplanir Mais le CEDER aujourd'hui défend plus fort. Oui, je le sais. Votre détention a contribué quand même à réunir, à reconstituer les... Mais justement, parce que c'est ce que je dis, Mandela, le Martin Luther King, le Castro, il a fallu par moment que cette prison serve d'élément supplémentaire de preuve pour ceux qui doutaient. Il y en a au sein du CDR, lorsque les M5 naissaient et commençaient, quand je disais qu'on ne partait pas parce que leur objectif était contraire à nos valeurs, ils pensaient que non, c'était pas vrai. Ibeka doit partir, mais par quel moyen? Peu importe le moyen. Or, pour nous, le moyen est plus important. Mais il y en a aussi qui, lors de votre détention, votre arrestation, lors de votre arrestation, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui avaient crié, qui s'en étaient délectés, qui disaient que c'est bien fait pour lui et pour Ah non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. En fait, il fallait que tu parlais du CDR. Le CDR, effectivement, des éléments. Excuse-moi. Des éléments du CDR. Oui, non, je ne sais pas quelle preuve tu as. N'importe qui peut se présenter CDR. Si moi je vais te faire mal aujourd'hui, je vais porter l'étiquette des Cheikh. Seulement, c'était pour te dire que certains au sein du CDR pensaient au départ du M5 que j'avais pris de l'argent avec Boubou. Que c'est pourquoi on ne combattait pas, on ne rejoignait pas le M5. Certains parmi le CDR le pensaient, jusqu'au jour où Diko lui-même est sorti pour dire que c'est moi qui ai fait nommer Diko. Je dis maintenant, il a rendu le secret public, donc je me réserve. Allez-y, Chana. Donc c'est ça. Et ceux-ci ont été maintenant confortés dans ma constance sur la ligne par le fait de l'accusation. Rasta coup d'État au Mali. Là maintenant on comprend. Allez-y, Chana. Rasbach. Oui. Vous avez parlé d'indépendance, de politique, d'une certaine autonomie. Mais on a vu récemment, peut-être beaucoup de gens doutaient, que vous avez quand même des relations dans la haute sphère de l'État. Diko qui fait et défait les choses, Boubou, Boubé, c'est-à-dire que vous avez des relations un peu partout. Donc je voudrais savoir sur quelle base vos relations sont nouées et dénouées aussi. Ah, Chara, à part Tatamli et Abla Idrissa Maïga, il n'y a pas eu de premier ministre que je n'ai pas rencontré à leur demande.
Je suis un citoyen au service de la République. Ibeka, tu l'as rencontré? J'ai rencontré Ibeka à sa demande, non une seule fois. À sa demande, il a écrit à mon père pour dire qu'il veut me voir. Je suis venu, on a échangé. Il dit, j'ai entendu, c'était juste me dire, j'ai entendu que vous partez au dialogue. Et voici les raisons pour lesquelles vous partez. Je tenais juste à te dire merci. Et il m'a fait don d'un livre de Macron. 5 minutes. Ça, je sais qu'il sait, il sait offrir des livres. C'est tout. Et là, le truc. Et maintenant, tout ce qui s'est passé. Moussa Mara. Moussa Mara. Moussa Mara. C'est un ami du quartier. C'est un ami du quartier. On a cheminé ensemble. Jusqu'à ce qu'il soit ministre, ensuite Premier ministre. Et chaque fois qu'il était disponible et que j'étais disponible, on s'est rencontrés à la primature devant tout. On échangeait, je lui donne mon avis. La force de notre lien, c'est qu'il respecte ma diversité, mon opinion, ma liberté de ton. Ok. Et c'est pourquoi les gens me font appel et pourquoi moi-même je vais vers les gens, parce qu'on parle de la chose publique. C'est eux qui sont en charge de la chose publique. Je ne peux pas ne pas être en connexion avec ces gens-là. Même la sécurité d'État, je leur ai dit. Moussa Diawara, à travers Oumani Kamara, qui était le directeur de renseignement, m'a fait appeler par Makan, qui était le Makan, non, pas Makan, qui soutenait les Ayala en son temps. Makan Konaté. Makan, on était tous à qui était à Radio Bamakan. On était tous à Maliba. Makan. On était tous à Maliba. Makan, il m'a dit, il y a des amis, il y a la sécurité d'État qui veulent te voir, ils n'ont pas ton contact. Je dis, il n'y a pas de problème. La Constitution fait obligation à chaque citoyen de collaborer avec la République. Je suis allé, on a échangé, et c'était suite à l'affaire de l'engrais relaté. Ils m'ont juste demandé communication de preuves que j'avais lues sur mon antenne pour les aider. Et c'est ce que la République, la Constitution fait obligation à chaque citoyen. Quiconque a connaissance d'une information susceptible de contribuer au renforcement des institutions a l'obligation de le communiquer aux personnes. Oui, Rasta. Mais cela ne m'a pas empêché de dire Bouakabla. Bouakabla, oui. Ah oui, moi je suis libre là. J'ai dit, vous avez vos relations dans la haute sphère de l'État, vous avez des principes, vous défendez des valeurs, oui. Donc terminé, et puis je reviens. Ça se dénoue comment? À toute personne, fait Modibo Keïta Premier ministre. À tout le monde. La question c'était quoi? Voici comment je marche. Il y a ces dossiers. Il me demande. Voici ma lecture des dossiers. Si vous pouvez faire avancer ces dossiers, ce serait bien pour la République. Et quand il t'engage, et qu'au terme du délai, je vois que rien n'est fait, mais je retrouve ma liberté, mon obligation. Allez-y, Chana. C'est pourquoi je suis à l'aise devant tout le monde. C'est pourquoi tout le monde dit que Raspach est incontrôlable. Il n'est rédivable à personne. Parce que je ne vais demander quelque chose à personne. Allez-y, Chana. Si toi, Chana, tu es directeur d'un département aujourd'hui, vu notre relation, si j'ai connaissance de quelque chose qui ne se passe chez toi, je cherche d'abord à te rencontrer avant de le rendre public. Tous ces dont je relais le dossier, demande-les, je cherche à les voir d'abord. Et moi, je règle beaucoup de dossiers en dessous. À l'INPS, j'envoie beaucoup d'ouvriers qui viennent me soumettre leurs problèmes. Même à Boubé, quand on s'est rencontrés, je leur ai soumis des dossiers. Le premier, c'était d'abord, c'était le dossier des personnes, des ferrailleurs qui sont à Médina. Des ferrailleurs qui sont à Médina, qui ont été délocalisés suite au FEBAC là-bas. Adama Sangaré avait donné une autorisation de construction sur la voie d'accès à un site où il y avait plus de 1000 ferrailleurs là-bas. Et ils étaient sur un site qui était protégé par un titre foncier donné par ATT. Là, vous êtes en train de transgresser votre rôle de journaliste. Allez-y. Le médiateur qui est en train de réagir. Mais le journaliste, c'est ça. Moi, c'est ça aussi. Pour moi, c'est mon rôle aussi. Je l'ai dit, si tu as juste à faire appliquer là-bas. Et le deuxième exemple, j'en aurais fini. Je dis à Boubé, voici les tricyclistes qui viennent d'être pénalisés par une décision du gouverneur en les interdisant par moment de monter de rouler sur certains axes. Et ils sont 30 000 ici, seulement qu'à Bamako. Si tu peux appeler le ministre. Boubé a résolu. Rien n'a été résolu. Allez-y. C'est comme ça. Ok. Vous vous intéressez à la République, vous vous intéressez aux politiques, vous vous intéressez aussi à la politique. Mais la République et la politique sont indissociables, cher. Oui, vous vous intéressez aussi à la politique. Pourquoi alors vous ne vous lancez pas dans la compétition électorale pour pouvoir influer sur les choses et changer conséquemment? Mais cela est une liberté que chacun doit respecter. Et il va falloir qu'à un moment donné... Ah, ben là, maintenant tu m'imposes ta vision de fait, cher.
Chiana, ce qui est contraire au respect de la liberté. Non. Moi, je suis société civile, j'ai opté pour le choix. D'ailleurs, vous avez opté pour ça à un certain moment, lors des législatives de 2018. Vous avez Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est qu'une société civile ici. Aucune société civile aujourd'hui consciente de sa mission ne peut ne pas soutenir un projet de société susceptible de faire prospérer sa vision. Voilà. Et je vous ai cité des cas des écolos. Je vous ai cité des cas des associations de lutte contre les accidents routiers. Je vous ai cité les cas avec l'opposition des associations sur des listes législatives. Fixer des quotas. C'est des quotas. Vous avez demandé 30 députés à Soumaïla Cissé, puis à son nom à l'époque. Une trentaine, je pense. Donc en réalité, c'est une liberté dont vous avez déjà joui par le passé. Être à l'Assemblée ne t'enlève pas la casquette des sociétés civiles, je suis désolé. Oui, mais c'est le terrain politique de toute façon. L'Assemblée est hautement politique. Elle est hautement politique. Je n'en dispose pas. Ça, le CDR s'est réservé la liberté d'aller à la conquête. Tu parles de Rasta. C'est moi qui n'y vais pas. Ok. Je n'y vais pas. C'est vous qui l'avez négocié à la place du CDR. Non, c'est pas moi, c'est le CDR. Donc, c'est bien noté. C'est bien noté. Ok, Chiana, votre dernière question. Arasta dit aujourd'hui, c'est votre dernière question. Il dit aujourd'hui, devant les téléspectateurs, qu'il n'ira pas en politique. Cela veut dire que vous ne serez ni conseil communal, ni maire, ni député, encore moins un jour ministre. Vous allez refuser, comme Kaoudjoum l'a dit ici, qu'il ne veut rien, il ne demande rien. Je vais te reprendre ce que je t'ai dit ici. Et je vais te reprendre ce que j'ai dit à tous les CDR. Et je vais te reprendre ce que je ne cesse de dire depuis des années. En tant que Rasta citoyen, je n'aspire pas à conquérir un poste électif. Mais étant membre d'une organisation qui se bat pour la promotion des valeurs démocratiques, dont l'une des valeurs cardinales est le respect de la voix majoritaire. Si le CDR décide que je sois ainsi, il m'impose sur la même mission. C'est sa dernière question. Si moi, le CDR, je leur ai dit, je ne vais pas être ça. Mais je ne peux pas aussi dire que je suis porte-parole du CDR et que le principe cardinal du fonctionnement du CDR est le respect des règles démocratiques. Et si la majorité décide tel que moi je dis non, à condition que je démissionne du CDR. Sinon, le CDR serait ma propriété privée. Dernière question. Si demain le CDR met en mission votre candidat, je vais l'être. Par respect de la décision du CDR. Mais Rasta, personnellement, je ne le souhaite pas. Mais si mon organisation me le demande, je le ferai. Rasta, avant de passer la parole à Abdraman. Moi, j'assume, parce que je respecte mon organisation et je respecte les principes démocratiques. Je ne suis pas un fou fiant. Je ne suis pas un fou fiant. En 2018, vous avez soutenu la candidature de Soumaïla Cissé, le CDR. Est-ce qu'en 2022, vous allez soutenir une éventuelle candidature de Dr Boubou Cissé? Vous allez refaire ça? Mais si Boubou Cissé, d'abord, je ne sais pas qu'il est candidat. C'est à la DG. On a parlé d'une éventualité. Une éventuelle, comme à la sécurité d'État, on me l'a dit, que Boubou serait candidat, soit à titre indépendant ou porté par un parti politique. Si Boubou est candidat et qu'il est porteur d'un projet de société et que l'analyse du manifeste que le CDR va produire, qu'on va soumettre à tous ceux qui seront candidats, si Boubou Cissé venait à être en tête des critères de choix, on le prendra. Mais s'il ne remplit pas les candidats... pourtant, on vous a posé la question. Je lui ai posé la même question, il n'a pas répondu. Quoi? Et Boubé, si Boubé est candidat. Vous avez dit si Boubé est notre candidat naturel, ce qui est différent de cette question. Allié naturel. Non, allié naturel, ce qui est différent de cette question. Mais quand on parle d'allié naturel, il n'y a plus de critères dans ce cas. Allez-y, Abdraman. Si Boubé est candidat. Si Boubé est candidat... Parce que lui, il exclut d'office. Oui, Chiana, s'il vous plaît, on va l'examiner à notre sein. S'il vous plaît. On va l'examiner à notre sein au sein du CDR. Nous sommes en train de travailler. On a réuni beaucoup de choses sur beaucoup de candidats. Cette histoire d'arrestation. Nous sommes tenus par les temps. L'implication de Boubé, il a votre sortie de prison. Voilà. Nous sommes tenus par les temps. Je termine avec cette question. Mon arrestation, les chefs d'accusation qui ont été rendus publics, à l'endroit de ma famille, à l'endroit de nos militants, à l'endroit du monde entier, par Boubé, Ouagé, Diao, Diko, on en tirera les conséquences morales, politiques et physiques. Allez-y, nous en tirerons. Allez-y. Parce que celui qui est capable, qui a l'âge de ton père, Boubé, à l'âge de Boubé, le petit frère de mon père,
Diko est le petit frère de mon père. Je les appelle tous des pères. Je n'ai jamais appelé Boubé en face par son nom. Ok, mon père. Diko, je ne l'ai jamais appelé par son père, par son nom. Diao est mon petit frère que je n'ai jamais vu de mes yeux. Wagé est mon petit frère que je n'ai jamais vu de mes yeux. Et Dieu seul sait combien j'en sais d'eux. Ok. Celui qui est capable pour ses intérêts politiques de s'asseoir, de réfléchir, à monter des mensonges aussi grotesques, te coller, aller te prendre physiquement, t'emprisonner et identifier ce qui t'est le plus cher, porter atteinte à ça pour t'humilier, te dégrader par le biais du colonel Alpha Sangaré. Cette personne est capable de tout. Ok, nous sommes Mandela, comme Martin Luther King, on dira tous les enseignements. Une personne qui est capable de ça. Peut-être une personne qui est capable de ça. Est-ce que cette personne mérite quel degré de considération ou cette personne mérite quel type de charge publique? Nous allons ouvrir notre plateau à ces personnes citées par vous ce soir également. Par rapport à Arasbach, nous allons ouvrir notre plateau à ces personnes citées ici. Oui, on est vraiment pris par l'État. Allez-y, Abdraman. Allez-y. À votre sortie de prison, je vous ai entendu appeler les gens à lire le livre écrit par Yamoussa Toubara. De quelle vertu vous créditez ce livre qui, pour moi, peut être aussi également considéré comme une compilation de dénonciations non étayées par des preuves? Vous savez, de la même façon que vous savez, vous êtes littéraire. Enfin, excuse-moi, je crois savoir que vous êtes littéraire. Il l'est. Ok. Chana est un juriste. Je suis littéraire aussi. Ok. Moi, je suis un piètre juriste. Mais de mon petit niveau de juriste, on nous a appris que ce qui est rendu public est présumé vrai. En droit. Ce qui est rendu public est présumé vrai. Et présumé faux aussi. J'arrive, non, il n'y a pas de présomption. Si, si, une présomption de faux, pourquoi pas? Excuse-moi. On va vraiment je te parle d'un principe de droit. Ce qui est rendu public est présumé vrai jusqu'à preuve du contraire. Chana le sait. C'est un principe. Chana n'est pas juriste. Un livre qui est rendu public, dans lequel les faits sont relatés, les personnes sont citées, ils vivent. Mais la République leur offre des moyens, des voies de recours. Et vous connaissez le droit en la matière? Ils ont combien? Ils ont 3 mois, donc attendez de voir. De quoi? Ils ont 3 mois pour le faire. Mais quoi? En matière de diffamation, on a 3 mois. Mais non, ça tu parles de diffamation. Au contraire, je suis désolé, c'est la citation directe. Oui, mais ils ont 3 mois pour le faire. Qui a 3 mois? L'extinction de l'action. Ils sont libres de le faire. Maintenant, pourquoi tu veux te mettre à leur place? Au-delà même du droit. Non, c'est toi qui... Chana, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Je suis vu maintenant. Non, je t'ai même lu, je l'ai écouté. Je t'arrive quand je dis, mais quand je dis la loi leur met, j'ai pas fini. Quand je dis la loi met à leur disposition des moyens de recours, tous les moyens de recours ne se réduisent pas à des actions juridiques. Il y a les moyens de droit de réponse que Batili a usé pour répondre à Yamoussa. Maître bon, je n'ai pas entendu pour Tapo, mais Maître Konari et Konati, j'ai écouté. Maître Tapo également. Voilà, je n'ai pas entendu la réplique de Maître Konati. Ça, c'est entre autres moyens, entre autres voies. Et pourquoi vous créditez? Exactement, c'est pas la question de vrai. Mais je dis ce qui est rendu public est présumé vrai. Oui. Parce que toi, si tu es un homme d'honneur, attaché à des valeurs, tu ne vas jamais accepter qu'on te colporte des mensonges qui puissent être de nature à empêcher tes enfants de sortir, tes femmes de sortir, à ternir ton honneur, ta dignité dans la bouée, tu t'assois, tu dis que je m'en tiens à Dieu, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as aimé dans le livre? Le livre, d'abord, Chana, par sa forme. Non, Chana, s'il vous plaît. Par sa forme, c'est un livre transversal. C'est un livre transversal. Vous savez, j'ai aimé le style. C'est un livre transversal qui doit se... L'explication qu'il a mis au livre, mais pour moi c'est une compilation de dénonciations. Non, je t'explique. C'est un livre transversal. En une minute. C'est un livre transversal pour pouvoir le écrire qui fait appel à beaucoup de compétences. Pour ma dernière question. Scientifiques dans son domaine, moral, éducatif, psychologique et même juridique. C'est un livre qui se lit. Parce que non, pour résumer, ce n'est pas un livre qui s'attaque à vos adversaires. Excuse-moi. Non, vous savez ce que j'ai compris là-dedans? Je n'ai qu'un seul adversaire là-dedans. Et ce n'est même pas un adversaire, c'est un adversaire de vision. Boubé, c'est mon père, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant que père. Malgré tout, vous continuez à avoir... Mais politiquement, j'ai aucun respect pour lui. Le gouvernement... C'est un livre qui m'a appris comment mon armée a été décimée. C'est un livre qui m'a appris
comment est partie la discordance avec la France dans la gestion des Kidal. C'est une part de vérité, c'est pas la vérité. J'arrive. C'est un livre qui m'a appris comment dans l'armée l'ordre doit être exécuté. C'est un livre qui m'a appris comment l'éducation est transmise dans le Wassolo, dans le Mandingue, et sur quelle valeur repose l'éducation dans toutes ces sociétés-là. C'est un livre qui m'a appris comment nos hommes politiques se sont pervertis. C'est un livre qui m'a appris qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et c'est un livre, au-delà de ça, qui m'a appris l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, le rôle et les conséquences subies par les Noirs. J'arrive. Vous avez parlé de tout sauf de l'essentiel. J'arrive. C'est un livre qui ne dénoue pas le problème des bérets rouges, bérets verts. J'arrive. Alors que c'était concentré essentiellement sur ça. J'ai pas fini. Il est parti d'un fait. C'est un livre aussi qui m'a permis de comprendre comment ma justice fonctionne. Et c'est un livre qui m'a permis de comprendre combien c'est que ceux à qui on prêtait la décence, l'éthique, se comportent en réalité derrière les projecteurs dans les salons. C'est un livre qui m'a permis de comprendre ce que certains sous dans des vestes, des cravates, avec des cheveux blancs, qui ont l'âge de nos pères et qui nous chantent des valeurs à suivre, à incarner. C'est un livre transversal qui nous enseigne. S'il vous plaît. C'est un livre dont je me suis fait le devoir. Je veux le traduire, qui a 8 thèmes que j'ai décelés. Sauf que il y a la morale, il y a l'armée, il y a la justice, il y a la démocratie, il y a la constitution là-dedans, il y a l'éthique. Et c'est un livre qui fait le procès des 4 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir médiatique. Le journal indépendant. Le journal. Non. Mais c'est aussi un livre d'état d'âme, ce que vous n'avez pas dit. Excuse-moi, qui a porté plainte? Moi, je parle du principe que c'est qui est présumé vrai. Moi, personnellement, même, je me suis senti manipulé en son temps parce que dans une de mes émissions, j'ai accusé Yamoussa et Général Daïrou à l'époque d'avoir signé un document de déploiement dont ils savaient que les personnes qui y figurent ne vivaient pas. À présent. En le lisant, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai fait l'objet de nous écouter cette fois-ci. Vous allez venir me voir, je dis, va présenter mes excuses à Yamoussa. Vous allez écouter le président du jury cette fois-ci. C'est un livre que tout le monde doit lire. Arasbaï, s'il vous plaît. Qui ne se lit pas comme un roman. Arasbaï, s'il vous plaît. S'étudie. Sauf que tous ces développements. S'il vous plaît, tous ces développements. Je vais prendre un mois pour t'exécuter ce livre. Sauf que tous ces développements me permettent également de vous interroger sur le calendrier électoral que le gouvernement vient de dérouler. Est-ce que vous allez soutenir ce calendrier électoral au niveau du CDR? Vous savez, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut avoir des réponses avant de forger une vision, une ligne. Ça, c'est tout homme responsable, au-delà, avant d'être un leader d'abord. Vous savez, quand on m'a à la DGSC, on m'a dit que vous planifiez un coup d'État qui doit être mis en œuvre en janvier, j'ai dit au monsieur, pas plus tard que hier, lundi, le jour où vous m'avez arrêté. Si vous avez écouté mon émission de dimanche à la fin, j'ai dit à partir de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la bataille de l'égalité ou l'illégalité du CNT est finie pour nous. Qu'est-ce qui reste à faire pour le CDR? C'était d'aller s'informer dans la sous-région sur les faiblesses et les forces des lois qui régissent la CE en Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a un organe unique de gestion malgré tout? Il est critiqué. En Guinée, pareil. Pourquoi au Ghana, tout le monde a confiance à l'organe unique de gestion? Fondé de ces expériences, alors réfléchir à qu'est-ce qu'il faut défendre au niveau du pays. Je devais commencer ça à partir de janvier. Donc celui qui a un projet de coup d'État n'allait pas commencer ça. Il dit ah bon, je dis oui. Donc aujourd'hui que nous sommes sortis, pendant 4 mois on a pu mener ce combat-là. Je suis sorti, j'ai entendu le chronogramme. Il y a 4 questions à se poser. La première, le Premier ministre nous a dit que selon le temps qui reste, il n'est pas possible de mettre un organe unique de gestion. Peut-être il a des arguments techniques. À nous d'approcher maintenant des experts en la matière pour savoir est-ce que réellement ce qu'il a dit. Parce que la CENI, selon la loi actuelle, a pour mission l'observation, qui est différente de l'organisation. Des personnes peuvent supervision, voilà. Des personnes peuvent superviser une élection dans une commune à travers quelques rondes de tout le processus. Voilà. Mais pour organiser, il faudra avoir des agents dans chaque bureau de vote. Ce qui va nécessiter 26 000 agents, si je ne m'abuse. Ces 26 000 agents, ils vont être choisis suivant quels critères? Parce que s'ils doivent organiser, ils vont devoir élaborer, lire les
fiches et veiller au remplissage des cartes et faire des PV. Alors, il faut quel niveau d'études pour pouvoir être membre du CENI d'organisation? Est-ce que c'est le bac? Est-ce que c'est la maîtrise, la licence, le DEC? J'en sais pas. Et maintenant, si ces critères sont dégagés, il faut lancer un appel au recrutement. Et si ces personnes se sélectionnent, il va falloir les former. Est-ce que le temps, il y a tout cela qu'il faut des experts pour métier. Deuxièmement, et si cela n'est pas possible, s'il n'est pas possible de mettre un organe unique de gestion en place, suivant les arguments du PM, mais s'il y a des arguments contraires qui prouvent qu'on peut mettre en place un organe unique de gestion tel que le recommande le DENI, alors on va se battre pour que cet organe unique de gestion soit mis en place. Deuxième question qu'il faut avoir, j'en ai fini. Si il n'est pas possible de mettre un organe unique de gestion en place, il va rester deux alternatives. Soit repousser la date des élections pour se donner le temps de travailler à la mise en place d'un organe de gestion. Alors le report des élections aura quel avantage et quel inconvénient? Il faut évaluer tout ça. Et si la date doit être maintenue, ça veut dire que l'élection doit revenir en termes d'organisation à l'État. Et sachant les insuffisances de l'organisation par l'administration des élections, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pallier à ces insuffisances afin que l'administration puisse rassurer tous les compétences? Personne n'a de compétences plus que l'administration. J'arrive. Non, je dis c'est des questions aujourd'hui que nous on se pose. À ces questions, on est en train de chercher nous on est en train de consulter des experts pour se doter de toutes ces réponses et se fonder de toutes ces expertises-là. On va se dire. Maintenant, si les 4 élections référendaires, locales, législatives et présidentielles doivent avoir lieu, et si le temps restant ne permet pas d'organiser toutes ces élections-là, alors il faut choisir parmi ces 4 la priorité en lien avec la mission de la transition. Donc c'est un peu ce travail-là qu'on est en train de faire. Le calendrier prévoit également un référendum, donc un changement de constitution. Et pourquoi cela ne vous inspire pas la même levée de bouclier? Quelle est la différence entre le changement de constitution aujourd'hui, le changement de constitution hier, qui vous a inspiré les levées de bouclier? Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas dans la même posture contestataire Parce que vous oubliez que Ante Abana était dans une période normale, dans un mandat normal. Nous sommes à une transition qui a une durée limitée de 18 mois. D'accord? Et la transition n'est pas un mandat normal. Le mandat normal confère le pouvoir à celui qui conduit d'opérer toutes les réformes. Tandis que la transition a un champ d'attribution de compétences bien limité. Donc si constitution, référendum doit y avoir, changement de constitution doit y avoir, le changement doit être en lien avec la mission de la transition. Et la mission principale de la transition, c'est l'organisation de l'élection présidentielle. Quelle différence y a-t-il entre la constitution qu'on devait changer hier avec Iveka que vous avez combattu et cette constitution-là pour ne pas vous inspirer le... Il n'y a pas changé. Non, mais nous on n'a pas changé. C'est un vue. Excuse-moi. Mais si c'est un vue, on ne vous voit pas. Est-ce que vous ne voit pas? Est-ce que non, je viens de sortir. Le CDR, c'était l'une des raisons de notre participation au dialogue. Pour qu'on puisse obtenir des réformes par la voie consensuelle. Et ces réformes prévoyaient entre autres la réforme, la révision constitutionnelle, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle, la nomination des magistrats, les délais de recours, l'indépendance de la justice à travers la réforme au niveau de la Cour suprême. Donc, si ces réformes-là aujourd'hui ont un lien avec la transparence des élections, et si ces référendums... Vous avez combattu, nous sommes malheureux, nous serons obligés de mettre un terme à l'élection. Il y avait beaucoup de choses dans cette constitution de 90, dans le projet de constitution soumis par Kassim à l'époque. Nous sommes malheureusement C'était dans le projet, le contenu du projet. Nous sommes malheureusement on n'a pas encore un projet, on n'a pas encore ce projet. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette à notre délibération. Abdraman. Je ne peux pas prendre la lourde responsabilité d'affliger quelqu'un que même la justice n'a pas pu établir. Même la justice n'a pas pu condamner. Donc je pense qu'il est acquittable. J'ai retrouvé le même Rasbach que j'avais rencontré la dernière fois. Lors de notre dernière émission Grand Jury, je me plaignais que le général ne répondait pas aux questions, sinon il le fuyait. Voilà quelqu'un qui répond directement, il va même au-delà. Vraiment, des questions. Profite même la parole. Des questions posées. Poser des questions. Et il répond aux questions sans embâche, sans porter de gants. Il dit ce qu'il pense. Et il le dit même en citant de noms, sans peur, avec la même conviction. Je pense que
Et comme Abdraman l'a dit, notre justice, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, n'a pas pu le condamner. Je pense que ce n'est pas notre tribunal qui va le condamner. Vraiment, il mérite d'être acquitté parce que il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Un travail qui lui attire des animosités. Vous risquerez de prendre la carte de membre du CDR. Non, pas du tout, pas du tout. Peut-être que souvent je l'entends, je ne suis pas d'accord avec lui. Souvent, souvent il dit des choses, des affirmations. Okay. Je me mets dans la peau du journaliste, je ne vois pas vraiment plus relancer les débats. Je ne vois pas de preuves souvent sur les affirmations. En clair, vous acquittez. Je l'acquitte. Ok. Je l'acquitte sans hésitation. Ok. Razbach, à la suite de la chambre d'accusation de la Cour suprême, le grand jury a décidé finalement à l'unanimité de vous libérer des liens de l'accusation. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est vraiment à l'endroit des juges, de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, de la chambre criminelle, de la Cour suprême, qui ont su dire les droits. C'était pas contre Razbach. Ils ont su s'assumer. Pas pour Razbach, Chana. Ils ont dit que suivant l'article 613 du Code pénal, on a malheureusement plus de temps. Oui. Suivant l'article 613 du Code pénal, tout président ou ministre poursuivi pour des faits d'atteinte à la sûreté intérieure pendant le temps où il était en fonction et ses complices sont justiciables devant la haute cour de justice. Okay. Et que le procureur de la commune 3 Kassongé n'était pas compétent. Et il se trouve que l'une des personnes accusées de me fournir des informations, Sékou Traoré, secrétaire général sortant et magistrat de son statut, que le procureur Kassongé ait délibérément décidé d'occulter le statut de Sékou pour nous placer pendant 4 mois avec le juge d'instruction Diarra. Et que le juge de la Cour d'appel est rétabli et par une décision qui fait jurisprudence que la DGSE n'a pas pour mission d'appeler. C'est une jurisprudence qui est très importante désormais. Ok, c'est sûr, je salue les magistrats qui ont su par là dire les droits et ça suscite de l'espoir. Ça mérite encouragement. Les avocats généraux, les juges, je les remercie ici pour avoir dit les droits. C'est sur ces remerciements à l'allure d'un cours magistral que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait le porte-parole du CDR, Mohamed Youssouf Badjili alias Razbach. Merci encore une fois de nous avoir suivis et clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté du cercle de Yanfolila.